Des avions russes dans le ciel de l'OTAN, chez eux. Il y a un mois à peine, on aurait pu imaginer cela. Est-ce une provocation, une erreur, ou bien tout à fait autre chose ? Il y a 4 ans, avant même le début de la guerre en Ukraine, j'ai eu une conversation avec une personne proche de la direction de l'armée russe. On m'a dit « Nous avons des plans pour attaquer certains pays de l'OTAN ». À cela, j'ai réagi. Qui a perdu la tête, Shoigu Poutine ou toute la coopérative Ozera ? La réponse a été « L'attaque sera telle que le pays ne pourra pas exiger de l'OTAN l'application de l'article 5 de l'accord de l'Alliance ». C'est absurde, ai-je dit. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et aujourd'hui, 3 avions de la Fédération de Russie ont violé l'espace aérien de l'OTAN. À suivre, toutes les choses précédentes ont eu lieu. Il y avait des missiles qui entraient, des drones qui entraient, enfin un groupe de drones est entré, oui, mais comme la Russie nous l'a dit, c'était une erreur. Mais là, 3 avions, non, ce n'est pas une erreur. Rédacteur des sous-titres. Si ce n'est pas une erreur, alors quoi ? 3 Russes. Des avions militaires sont entrés sans autorisation dans l'espace aérien de l'OTAN vendredi matin et y sont restés près de 12 minutes. Sur X, un porte-parole de l'OTAN a annoncé que l'OTAN avait intercepté les avions russes ayant violé l'espace aérien estonien, ajoutant « C'est un nouvel exemple du comportement imprudent de la Russie et de la capacité de réaction de l'OTAN ». Le ministre des Affaires étrangères de l'Estonie a qualifié l'incident de violation la plus audacieuse de l'espace aérien et de 4e cette année. Il a déclaré que la Russie testait de plus en plus les frontières de ses voisins par son agressivité. Après une semaine où plus de 20 drones ont violé l'espace aérien polonais, l'OTAN a abattu certains d'entre eux lors de l'incident. Et une autre incursion d'un drone russe sur le territoire roumain près de la frontière ukrainienne. Pourquoi le Kremlin mène-t-il ces étranges tests, comme ils le disent eux-mêmes ? Pourquoi des drones et des missiles russes pénètrent-ils dans le ciel de l'OTAN ? Dites-nous en plus, parce que cela ne ressemble pas, encore une fois, à une simple erreur. Il se trouve dans l'espace aérien estonien, dans l'espace aérien pendant une période de temps significative, n'est-ce pas ? Bien sûr, il y aura des gens qui se demanderont si cela pourrait être une erreur honnête, mais je dirais que ce serait faire trop confiance à la Russie, compte tenu de la tendance évidente qui s'est manifestée la semaine dernière. La semaine dernière, il y a 10 jours, au moins 19 drones russes ont violé l'espace aérien polonais. Ensuite, un autre drone M est entré dans l'espace aérien de la Roumanie. Donc maintenant, nous avons ces 3 Mikoyan Gurevich, 31 Russes, au-dessus de l'Estonie. C'est le schéma qui se dessine, la façon dont la Russie teste jusqu'où elle peut aller. Honnêtement, malgré toutes les expressions d'inquiétude et les déclarations comme celles que nous avons entendues de Kai Kallas, la chef de la politique étrangère de l'Union européenne disant que l'Union européenne est totalement solidaire de l'Estonie, ce n'est en réalité pas le cas. Moi, c'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine n'a pas peur de subir des conséquences après ces tentatives évidentes de violer l'espace aérien de l'OTAN. C'est-à-dire que le rédacteur de la British Broadcasting Corporation, d'origine ukrainienne à mon avis, et non russe, pense que la Russie teste la réaction de l'Occident. Je trouve cela étrange. Si on m'avait demandé, fallait-il vraiment gaspiller du kérosène pour les avions ? L'OTAN n'abattra pas vos avions ? Donc tant qu'ils ne manifestent pas, disons, d'agressivité, oui, l'OTAN va surveiller, exprimer des regrets. Pour ainsi dire, on leur expliquera que ce genre de choses arrive. Parfois, faire décoller la Russie, c'est-à-dire faire décoller ses propres avions pour aller à la rencontre des avions russes, et c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, en fait ? Abattre des avions qui disent s'être égarés et qui ne transportent pas d'armes capables de nuire au pays dans lequel ils sont entrés. Non, ici c'est tout à fait autre chose. Ces incursions renforcent le désir de l'OTAN d'avancer ses frontières vers la Russie et d'y envoyer plus de troupes. Et de demander à leurs contribuables d'ajouter plus d'argent. Voilà comment cela peut être un avantage pour la Russie. Comment cela peut aider la Russie ? Écoutez bien. Et il le répète,
Ursula von der Leyen de l'Union européenne dit qu'il faut répondre à chaque provocation de manière résolue, en investissant dans des opérations plus fortes sur notre flanc oriental. Qu'entend-elle par là? Autrement dit, les militaires utilisent ces fous pour obtenir plus d'argent, plus d'armes, plus de soldats. D'accord? Nous suivons d'autres infos urgentes. 3 chasseurs russes ont pénétré ce matin sans autorisation dans l'espace aérien estonien, d'après le ministère des Affaires étrangères estonien. Les responsables déclarent que les avions sont restés dans leur espace aérien pendant environ 12 minutes. L'Estonie, frontalière de la Russie, est un membre clé de l'OTAN. Le ministre des Affaires étrangères de l'Estonie a qualifié cette démarche de Moscou d'une audace sans précédent. C'est une citation directe. Tout cela se passe alors que les services de renseignement américains et occidentaux essaient toujours de déterminer si la Russie a délibérément envoyé des drones dans l'espace aérien polonais. Au début de ce mois-ci, Katie Bo-Lillis de Cable News Network nous rejoint. Quelles sont les dernières informations sur cette situation, Katie Bo? Eh bien, Wolf, il s'est écoulé un peu plus d'une semaine depuis que 19 drones russes ont pénétré dans l'espace aérien polonais. Éditeur des sous-titres. Un allié clé de l'OTAN, également un allié de l'OTAN? C'est exact. Les responsables du renseignement américain et occidentaux restent très divisés sur le fait que cette incursion était accidentelle. Un incident, intentionnel ou visait à tester les défenses aériennes occidentales. C'est vrai. Et une partie de ce qui rend cela si difficile pour eux d'arriver à une évaluation, c'est qu'ils comptent vraiment sur l'étude des caractéristiques techniques des drones qu'ils ont pu abattre en Pologne, ainsi que sur la trajectoire de vol de ces drones pendant qu'ils étaient ici dans l'espace aérien polonais, comment ils volaient, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils peuvent en apprendre? Et le problème, c'est qu'une grande partie de ces informations peut vraiment être interprétée de 2 façons. Nous avons entendu certains responsables ukrainiens dire « Regardez, nous n'avons jamais vu une déviation de cette ampleur. 19 drones ont été détournés de leur cible, n'est-ce pas ?» Nous avons aussi entendu des responsables du renseignement occidental dire « Ces drones sont programmés en masse, avec des centaines de drones en vol simultanément, comme lors de cette attaque. » 20 d'entre eux font face aux moyens de guerre électroniques ukrainiens, c'est-à-dire au brouillage. Il est tout à fait possible que 20 d'entre eux aient pu être détournés de leur trajectoire. Donc, un responsable militaire américain avec qui j'ai parlé a vraiment estimé les chances à 50-50. Le problème est de savoir comment l'OTAN doit réagir sans savoir si c'était intentionnel. Ce que nous avons entendu de la part de hauts responsables, aussi bien ici aux États-Unis qu'en Europe, c'est que ce soit intentionnel ou accidentel, cela indique une augmentation vraiment inquiétante de la tolérance au risque que la Russie est prête à accepter. Si c'était accidentel, ce deuxième incident avec l'Estonie, un autre allié de l'OTAN, montre que des avions russes entrent encore dans cet espace aérien. Cela confirme que ce n'était pas un accident. Cela sera certainement pris en compte dans l'analyse et je pense que vous verrez que de nombreux pays européens qui considéraient déjà cela comme intentionnel diront « Voyez, ce ne sont que des preuves supplémentaires. » D'accord, très bien. Ils l'ont fait exprès, mais pourquoi exprès? Pourquoi nous confirmer qu'ils l'ont fait en pleine conscience et avec une électronique parfaitement fonctionnelle et non par erreur? Pourquoi? Pourquoi effrayer à l'avance? Pourquoi faire quelque chose qui entraînera la mobilisation de l'OTAN? Pourquoi faire quelque chose qui confirmer les propos des Ukrainiens que si l'Ukraine tombe, la Russie ira plus loin? Ce sont des inconvénients, pas des avantages pour le Kremlin, pour Poutine, à mon avis. Si des troubles commencent à Riga, disons oui, que certains mécontents exigent un changement de cap, un changement de gouvernement. La capitale sera instantanément envahie par ce qu'on appelle, disons, la milice locale, à qui l'on vient tout juste de couper les épaulettes des uniformes portant les insignes russes. Et rapidement, instantanément, la prise du Parlement, du palais présidentiel. Et aussitôt, il demande la protection de la Russie. Et alors, à quoi sert le point 5 si le gouvernement ne veut pas de l'OTAN, mais veut la Russie? Mais violer l'espace aérien, provoquer, c'est une sorte de stupidité. Soit nous, je dirais, ne comprenons pas. Nous comprenons le sens. Nous avons 2 violations de l'article 4 qui s'appliquent ici, dans les pays très préoccupés par la prochaine étape de Vladimir Poutine. Où cela va-t-il mener? Eh bien, absolument. C'est une grande source d'inquiétude pour tous les pays de l'OTAN en ce moment. Je crois que lorsque des drones sont entrés pour la première fois dans l'espace aérien polonais, beaucoup ont d'abord pensé peut-être une erreur. Peut-être que ces drones se sont égarés.
Je pense qu'à ce stade, nous devrions tous considérer ces incursions de drones et maintenant l'incursion de chasseurs comme un test de l'OTAN de la part de Poutine. Il y a une différence entre drones et chasseurs. Ces avions avaient des pilotes, ce qui pouvait causer un conflit. Absolument. Et bien sûr, nos pilotes de l'OTAN sont formés pour agir de manière sûre et professionnelle et pour intercepter les chasseurs qui s'approchent. Et heureusement, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Encore une fois, il teste la réaction de l'OTAN. Mais qu'y a-t-il à tester ? Pour tous les signaux des radars, des aéroports, d'autres moyens de défense aérienne, ils le savent déjà. En Pologne, en Estonie, il y a suffisamment d'espions russes pour le savoir parfaitement, peut-être même mieux que les officiers eux-mêmes dans ces pays. Mais maintenant, il est temps de passer de cet accent mis sur une opération militaire spécifique et de réfléchir à une réaction politique plus large. Parce que c'est un test que mène Poutine. Il vérifie si l'OTAN sera unie. Mais c'est exact. Il ne met pas seulement à l'épreuve l'Estonie et la Pologne, il met aussi à l'épreuve les États-Unis d'Amérique. Et il attend d'entendre des dirigeants américains que cela est inacceptable et que nous allons riposter. Lorsque nous avons vu que des drones étaient entrés dans l'espace aérien polonais, nous n'avons même pas vu de réponse rhétorique ferme. Maintenant, bien sûr, nos militaires, en collaboration avec les armées alliées, ont planifié une défense plus puissante en Europe de l'Est. Ils accomplissent cette mission pendant que nous parlons. Mais Vladimir Poutine cherche un signe de véritable division politique interne au sein de l'OTAN et il veut voir si les États-Unis soutiendront. À quoi ressemble réellement cette réponse? Si vous étiez à la Maison-Blanche en ce moment, quelle serait, selon vous, la réponse appropriée? Eh bien, encore une fois, il faut avant tout être ferme dans ses propos. C'est totalement absurde, encore. Poutine veut que les États-Unis non seulement disent, mais aussi fassent quelque chose de plus sérieux que les sanctions qui auraient été prises contre la Russie s'il n'y avait pas eu de tels incidents. C'est vraiment n'importe quoi. Je comprends que Poutine n'est pas un génie, mais il n'est pas idiot, il est rusé. Pourquoi voudrait-il pousser Trump à agir contre la Russie de façon plus dure qu'il ne l'aurait fait sans ces violations de l'espace de l'OTAN, des espaces aériens de l'OTAN, je veux dire, bien sûr. Et qu'est-ce que cela signifie du point de vue de Cable News Network qui déteste Trump bien plus que Poutine? Que se passe-t-il donc? Quelle est notre réponse? Le silence ne signifie pas que nous soutenons l'Europe. Donc, c'est-à-dire que Poutine teste Trump. Est-ce qu'il va répondre à Poutine ou va-t-il garder un silence gêné? Et Cable News Network affirme que Trump s'est réfugié dans son terrier, silencieux. C'est pourquoi il faut, vous savez, donner une véritable réponse verbale. Et vous savez, il serait souhaitable que ce soit plus qu'un simple tweet rapide, mais en fait une déclaration d'inquiétude et de soutien. Ensuite, vous passez à des réponses plus concrètes. Et j'ai déjà parlé du fait que dans les canaux militaires de l'OTAN, nos militaires font exactement ce qu'il faut. Ils travaillent ensemble pour renforcer la défense à l'Est, et c'est ce qui doit se passer. Stop. En réponse à Provocatrice, la démocratie poutinienne, en raison de l'opération, nos militaires en Europe renforcent la défense des frontières avec la Russie. Il me semble que ces pays portant en eux cannibalistiques, ils ne sont pas nécessaires à Poutine alors, mais à ceux qui fabriquent des armes, à ceux qui veulent vendre des armes. C'est peut-être possible pour les deux parties. Les militaires en reçoivent décorations, médailles, grades durant la guerre, et peut-être aussi des retours des fabricants d'armes. C'est ce que j'imagine. En Ukraine, vous voyez maintenant la structure du soutien européen aux Ukrainiens, qui apparemment n'inclut pas les États-Unis d'Amérique. Et c'est ce que voit Poutine. Fallait-il abattre ces Mikoyan Gourevitch russes? Bien sûr, je ne donnerai pas de recommandations militaires. J'ai confiance dans la façon dont cela est géré. R. Article 5. Se rapporte spécifiquement à l'attaque. Ici, c'est l'article 4. Ils évaluent la situation et doivent alors se consulter sur les mesures. Mais ils errent. L'article 4 peut mener au 5. Cette revue peut-elle mener à plus? Eh bien, l'article 4 peut mener à l'article 5.
L'idée, c'est qu'un membre de l'OTAN peut invoquer l'article 5 s'il estime avoir été attaqué. L'article. Encore une fois, on nous met à l'épreuve. Pourquoi et dans quel but? Ces experts ne font que raconter des histoires, mais où est l'analyse de la situation? C'est une chose complètement différente. Des demi-vérités. Mais au fond, que serait-ce? La seule chose, puisqu'on note, c'est que Donald Trump, qui répond chaque jour aux questions des journalistes, quand on lui demande, il dit « Attendez les gars, je dois d'abord comprendre, puis je répondrai. » Parce que le pire, c'est de répondre sans avoir compris. Des avions russes ont pénétré l'espace aérien estonien pendant 12 minutes aujourd'hui. Pensez-vous que cela menace l'OTAN? Je dois étudier la question. Ils m'informeront plus tard, donc je vous en parlerai ce soir ou demain. Pourquoi ne pas simplement vous répondre franchement en tant qu'Américain? Eh bien, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Je n'aime pas quand ce genre de choses arrive. Cela peut être un gros problème, mais je vous tiendrai au courant plus tard. Ils vont m'informer dans environ 1 heure, je pense, demain. Demain, nous aurons la réponse de la Maison-Blanche ou de Marc Rubio. 3 chasseurs. C'est clairement une manœuvre offensive de la part des Russes. Ils testent la défense anti-aérienne des Estoniens. Ils observent comment les Estoniens réagiront à une intrusion. Et le fait qu'ils soient restés dans l'espace aérien estonien pendant 12 minutes, c'est très long. Relativement parlant, il ne faut pas beaucoup de temps pour traverser un petit pays en avion de chasse d'un bout à l'autre. Ils le feraient exprès pour savoir ce que possèdent les Estoniens et comment ils l'utilisent. Ce colonel parle des détails techniques, mais pas plus. Il répond à la question. Pensez-vous que la Russie prépare une invasion de l'Estonie, la Roumanie, la Pologne, etc. Et si ce n'est pas le cas, alors pourquoi tester quelque chose qui ne sera pratiquement pas nécessaire? Pourquoi? Parce que si tu n'as pas l'intention d'attaquer, tu ne fais que renforcer la riposte de l'ennemi. Eh bien, comme on disait dans la Rome antique, P-R-O-I-M-M-U-N-I-T-U-S. P-R-O-I-M-U-N-I-T-U-S. Désolé Romain si j'ai mal prononcé. Cela signifie que l'averti est armé. Pourquoi prévenir? L'OTAN doit être prête. L'OTAN doit être prête à abattre ces drones si nécessaire. Les chasseurs, c'est une autre histoire, c'est une question que, parce qu'il s'agit d'un avion piloté. Cela implique quelque chose de tout à fait différent. Pour l'instant, il vaut mieux intercepter ces avions et les contraindre à retourner en Russie. C'est-à-dire exactement ce qui a été fait. En Pologne, ils ont été abattus, et en Estonie, ils ont été chassés du ciel estonien. Cela finira mal. Nous avons l'interception d'avions militaires russes par des avions de l'OTAN au-dessus du territoire de l'OTAN. Et compte tenu de tout le reste qui s'est passé récemment, il vaut la peine d'essayer de comprendre ce que le Kremlin pourrait tenter d'obtenir de Bruxelles et comment cela pourrait refléter certaines faiblesses inaperçues dans les capacités de combat de la Russie. Oui, 3 chasseurs MiG-31 comme celui-ci ont survolé l'espace aérien de l'Estonie pendant 12 minutes plus tôt aujourd'hui. C'est déjà le 3e incident en 9 jours auquel l'OTAN est confrontée. D'abord, environ 20 Droneslers de type Shahed ont franchi la frontière polonaise le 10 septembre, puis le 14 septembre davantage de drones ont survolé la Pologne et la Roumanie. Eh bien, ajoutez cela à la liste. Sur fond de guerre par procuration plus large entre la Russie et l'Ukraine, et dans le contexte plus récent où la Russie mène de grands exercices militaires en Biélorussie. J'enregistre ces mots seulement quelques heures après l'incident. Gardez cela à l'esprit, car de nombreux détails manquent encore. Néanmoins, je vais essayer d'expliquer ce qui semble s'être passé et quelles en sont les conséquences plus profondes. Et je sais qu'il y a la tentation de tirer d'abord et de poser des questions ensuite. Mais prenons un instant pour réfléchir à certaines possibilités. Mais d'abord, que s'est-il réellement passé? Rappelez-vous que nous examinons ici 3 chasseurs. Les avions n'ont pas survolé le territoire estonien, alors mettons cela de côté. Ils ont plutôt survolé les eaux territoriales estoniennes, ce qui implique que c'était quelque part ici, quelque part au-dessus du golfe de Finlande. Gardez cela à l'esprit car cela deviendra important plus tard.
Mais il est tout aussi important de noter que cela a duré 12 minutes. Vous savez exactement quel récit nous entendrons du Kremlin lorsqu'ils se réveilleront à Moscou. Soit ce n'était pas des avions russes, soit c'était juste un grand malentendu. Bon, écartons l'idée que ce n'était pas des avions russes. Le fait est qu'il est difficile de faire une véritable erreur pendant 12 minutes, surtout lorsque les transpondeurs des chasseurs étaient éteints et surtout lorsque l'OTAN a intercepté les chasseurs. Ce que nous ne savons pas encore, ce sont les détails de la manière dont ils ont été interceptés, mais cela n'a pas d'importance. Pour renforcer le niveau de suspicion, imaginez un instant que la Russie ait commis une erreur honnête, 1 ou 2 fois au cours de la semaine dernière ou à peu près. Quelle position le Kremlin voudra-t-il adopter maintenant? Il est probable que, par excès de prudence, l'OTAN vous soupçonne déjà. Un autre incident, en si peu de temps, transformera tous les sceptiques restants en croyants. Vous aurez un problème bien plus grave. Ou peut-être que vous cherchez à vous attirer de gros ennuis et que tout cela est fait intentionnellement. À vous de voir. Qu'est-ce qui vous semble le plus plausible? William Spyle, c'est un analyste, contrairement au conteur, qui procède en exposant les faits, puis en appliquant la logique. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper, mais au moins il commence à percevoir quelque chose qui peut être intéressant. L'OTAN a annoncé le lancement de l'opération Gardien de l'Est comme moyen de renforcer la défense dans la région. L'Estonie fait partie du flanc oriental couvert par le plan de défense, donc un nouveau recours à l'article 4 semble superflu. La conclusion que nous pouvons tirer est que l'Estonie estime que l'opération Gardien de l'Est n'est pas suffisante. Peut-être, surtout maintenant qu'ils sont intervenus. Nous n'avons plus affaire aux drones, mais il faudra clarifier cela demain matin à Bruxelles. En parlant de la garde de l'Est, alors que les MiG-31 russes pénétraient dans l'espace aérien estonien, les chasseurs français se déployaient sur le flanc est de l'OTAN. Dans le programme, ils allaient en Pologne, mais avez-vous saisi l'essentiel? Arrêtons-nous sur cette séquence vidéo un instant pendant que j'explique une différence importante entre ce qui s'est passé en Estonie et en Pologne. Je ne sais pas s'il arrivera à des conclusions logiques, mais j'aime la façon dont son analyse se développe. Les Shahed stylés leur ne représentent pas une menace cinétique significative. Oui, ils peuvent s'écraser ou être détruits, et leurs débris peuvent endommager des biens ou blesser des personnes, mais ils ne provoqueront pas de puissantes explosions. D'un autre côté, les Mikoyan Gurevich en Estonie, c'est une autre histoire. Ce sont des avions d'attaque, donc ils peuvent, vous savez, effectuer des frappes. Comparé à l'incident en Turquie en 2015, la Russie se trouve dans une position nettement pire. Le Kremlin ne peut pas mener une guerre en Ukraine et jouer à des jeux dangereux dans le ciel de l'OTAN en même temps. Et cela devrait donner une certaine assurance aux pays de l'OTAN que l'abattage d'un avion russe ne mènera pas automatiquement au déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Voilà la confirmation d'un autre analyste. À mon avis, la Russie n'a pas du tout besoin d'une autre guerre. Déjà embourbée en Ukraine, comment tiendrait-elle sur 2 ou 3 fronts de plus? Je suis d'accord. En toile de fond, le Kremlin a du mal à recruter pour la guerre. Ce n'est pas parce que les citoyens russes n'ont pas une grande envie de participer à la guerre. Ceux qui rejoignent ont un appétit pour l'argent. Et c'est ainsi que le Kremlin peut continuer à envoyer de nouvelles forces sur le front. Le Kremlin s'efforce de présenter la guerre en Ukraine comme un conflit contre l'OTAN, affirmant que l'OTAN menace tous les Russes et que ceux-ci doivent donc soutenir l'effort de guerre. Une fois de plus, ce message ne s'est pas révélé aussi efficace que le Kremlin l'aurait souhaité. En Russie, la transparence de l'information permet à tout Russe sceptique d'aller sur Internet et de comprendre qu'il s'agit simplement d'une guerre par procuration. Le Kremlin ne peut donc pas lancer une nouvelle mobilisation massive sans de sérieux problèmes politiques. Alors, voici la théorie. Le Kremlin veut qu'un de ses avions soit abattu. Ensuite, le Kremlin déclarera que l'avion n'a pas violé le territoire, comme l'affirme l'OTAN. Au lieu de cela, il s'agit simplement d'une campagne de désinformation de l'OTAN pour cacher la véritable vérité, à savoir que l'OTAN est l'agresseur et qu'il est maintenant temps pour tous les Russes de soutenir l'effort de guerre.
Dès que l'on commence à réfléchir à la situation intérieure, la Russie commence immédiatement à se remettre en ordre. Sur le front intérieur, Poutine peut marquer des points, mais sur le plan extérieur, il n'obtient que des résultats négatifs. Le Kremlin se retourne alors et utilise tout ce soutien non pas pour vaincre l'OTAN, parce que poursuivre cette confrontation serait une erreur encore plus grande que de participer à une guerre terrestre en Asie. Non, tout cela est dirigé contre l'Ukraine, car c'est là que se trouvent les véritables priorités du Kremlin. Si tel est le cas, l'OTAN dispose encore de moyens plus prudents qui pourraient infliger des dommages considérables à la Russie. Vous vous souvenez, comme je l'ai mentionné, du golfe de Finlande? Eh bien, c'est une partie de la mer Baltique, et il y a une blague selon laquelle l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance il y a quelques années l'a transformé en un lac de l'OTAN. En effet, à part Kaliningrad, il n'y a que ce petit tronçon de côte qui n'appartient pas à un membre de l'OTAN. Cela signifie qu'il est relativement possible d'imposer une sorte d'embargo de facto sur les ports russes là-bas. C'est remarquable car c'est assez loin au nord et par conséquent, c'est une sortie pour les réserves énergétiques russes à cette latitude. Si certains pays le souhaitaient, ils pourraient strictement réglementer les mouvements dans cette zone, y compris la flotte fantôme transportant du pétrole vers la Chine et l'Inde. La guerre continue parce que la Russie peut se le permettre. Réfléchissons. Poutine ne peut pas faire la guerre à l'OTAN, et bien qu'il commence la guerre. Dans tous les cas, l'OTAN bloquera immédiatement toutes les routes pour le pétrole russe. Et voilà, c'est fini. Autrement dit, les Russes veulent que l'OTAN réponde par un feu sévère à leur soi-disant action accidentelle. Cela permettra à Kryliu de soulever le peuple dans un élan commun, d'aller à la guerre et de supporter les privations. Parce que, tout comme Hitler a attaqué, aujourd'hui aussi on nous attaqué de façon sournoise et perfide, et le peuple fait bloc. Eh bien, dans l'esprit du Kremlin, le peuple va résister aux nouveaux Hitler, et il va endurer toutes les difficultés possibles. Surtout si la vodka devient moins chère à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Bien sûr, rien ne changera vraiment, mais des millions de Russes partiront pour une guerre sacrée afin de défendre la patrie contre un ennemi inexistant. Eh bien ça alors. Explication, les sous-titres ont été réalisés par Dima Torzok. Ça semble logique, ça me parle plus, c'est plus clair pour moi, si c'est comme ça. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, et peut-être que des détails supplémentaires changeront ce point de vue, mais pour l'instant c'est comme ça. C'est la seule explication logique aux événements qui se sont déjà produits pour la 3e ou 4e fois. On préparait. Maintenant, les avions nous ont énervés, ils ont énervé l'OTAN. Quand les avions sont arrivés, maintenant, ils vont en abattre un. Génial. Et la mobilisation d'1 million de personnes a commencé. Bon, d'accord. On verra, on écoutera demain la Maison-Blanche ou le département d'État, on saura comment on va réagir. Et ensuite, comme on dit, on verra bien. Au revoir, à la prochaine.